Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les rencontres bilatérales du 3e Forum des affaires Afrique-Singapour ont abouti à des conclusions de partenariat entre le Burkina et Singapour, notamment dans le domaine de l'aménagement urbain. 1er septembre 2009, 1er septembre 2014, 5 ans sont déjà passés après les inondations qui avaient touché la capitale burkinabé, faisant de nombreux sinistrés et causant la mort de plusieurs personnes. Ce soir, nous consacrons des reportages à la catastrophe de 2009 et ses conséquences sur les populations. Cela dit, le Premier ministre Béyon Lucador Thiago a conduit une délégation burkinabé aux travaux du 3e Forum des affaires Singapour-Afrique qui s'est tenu les 27 et 28 août à Singapour. Le Burkina a pu s'inspirer à cette occasion de l'expérience de Singapour en matière d'opportunités des affaires. Reportage Drissa Séré, Arsène Kafando. Singapour, ce petit pays de 700 km², même pas la superficie d'une petite région du Burkina, est devenu par la force des choses une plateforme économique et financière du monde asiatique. C'est un pont entre l'Asie du Sud-Est et le reste du monde. Il attire aujourd'hui les investisseurs et les capitaux du monde entier. Sa monnaie, le dollar singapourien, vaut environ 400 francs CFA. Le Burkina a fait le déplacement de Singapour pour saisir de nouvelles opportunités, attirer les investisseurs et promouvoir la destination Burkina Faso. Pas de ressources naturelles, pas d'agriculture en dehors du port et de l'eau qui l'entoure, Singapour a mis l'accent sur les services et le capital humain pour construire son développement. Le pays a beaucoup investi dans la formation professionnelle et technique. À partir de là, il a développé des secteurs stratégiques tels que les services et les technologies de l'information et de la communication. En faisant le parallèle avec le Burkina, qui a une expérience en matière d'organisation de grandes rencontres, conférences et autres forats, qui a des ressources agricoles et minières, les deux nations peuvent être complémentaires. Dans les débats que nous avons eus, moi je retiens 2 ou 3 préoccupations essentielles. La première, c'est la stabilité politique. Parce que les investissements ne peuvent se faire que lorsque les promoteurs ont l'assurance que leurs investissements ne seront pas remis du jour au lendemain par des crises ou toutes sortes de troubles. Donc de ce point de vue, la stabilité est un élément essentiel pour attirer tout investisseur. Ensuite, bien sûr, il y a la sécurité des investissements. Si vous investissez dans un pays, vous devrez avoir la garantie que vos investissements seront sécurisés parce que vous y mettez de l'argent et vous espérez tirer un profit. Donc, si bien que tout ce qui concerne le climat des affaires constitue un élément essentiel. Bien sûr, à cela, j'ajouterai aussi la bonne gouvernance parce qu'elle aussi, elle conditionne la confiance que l'on peut placer dans un pays. Mais enfin, c'est pour que les gens viennent, il faut qu'il y ait matière à venir. Et je crois que pour ça, tous les pays africains offrent cette possibilité. Le principal atout du Burkina, c'est la qualité de ses hommes, leur sérieux, leur savoir-faire, leur ardeur au travail et leur engagement. Des éléments rassurants pour les investisseurs asiatiques. Il faut dire que la visite du chef de l'État en avril dernier a ouvert de nombreuses opportunités pour notre pays. De nombreux investisseurs qu'il avait rencontrés avaient manifesté le désir de venir donc investir au Burkina Faso. Donc parmi les personnes que j'ai reçues figurent effectivement ceux qui avaient déjà pris des engagements avec le chef d'État et sont venus me le confirmer. C'est bien sûr dans le domaine de l'agriculture, de l'agrobusiness. Nous avons également des investisseurs dans le domaine de traitement des eaux. Nous avons également aussi des investisseurs qui sont dans le domaine aéroportuaire. Donc toutes ces personnes ont confirmé leur engagement pour venir donc s'établir au Burkina Faso. Bien sûr, les autres sont venus effectivement aussi s'enquérir des possibilités qu'ils ont effectivement de faire des investissements. Avec une croissance à 2 chiffres, Singapour est l'un des partenaires commerciaux du Burkina avec lesquels la balance commerciale est positive. Le coton du Burkina passe par le port de Singapour. Certains produits comme le sésame, le beurre de karité ont connu un boom dans la région. Le Burkina a eu une participation remarquée au forum. Non seulement nous avons eu raison de participer, mais nous avons été à l'honneur parce que nous étions en quelque sorte comme un des pays d'hôtes de ce forum
qui a regroupé de nombreux pays. Ce que j'ai malheureusement pu constater, c'est que les pays francophones sont très peu présents. Je pense que nous étions seulement avec la Côte d'Ivoire. Mais donc, le fait qu'on ait mis un tel pays en avant nous ouvre vraiment des opportunités. Et je souhaite qu'au prochain forum, nos investisseurs également puissent s'intéresser à ce forum et puissent venir y participer parce qu'ils peuvent nouer de vraies relations d'affaires. Grâce à l'engagement des autorités au plus haut sommet, le Burkina se positionne aujourd'hui comme un partenaire crédible de Singapour, un pays avec lequel le Burkina s'engage à construire un avenir commun. Les gouvernements burkinabés et singapouriens ont signé en marge du Forum des affaires Afrique-Singapour un protocole d'accord. Il permet à une entreprise de cet État d'Asie du Sud-Est d'accompagner le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme dans l'aménagement de la capitale burkinabé. Précision Drissa Séré. Le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme dispose déjà d'un projet d'aménagement du Grand Ouaga. À Singapour, le gouvernement représenté par la société singapourienne d'entreprise a signé un mémorandum d'entente avec le gouvernement burkinabé. À travers ce protocole d'accord, la société Surbana s'engage à accompagner le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme dans la définition de son plan d'aménagement et d'urbanisme. Dans cet accord, ils vont travailler donc à accompagner l'État burkinabé à avoir une étude prospective au niveau de la capitale sur les 25-30 ans à venir, avec tout ce que cela comporte comme mise en place des outils pour l'aide à la prise de décision, c'est-à-dire des outils de planification en matière d'aménagement urbain. Et cet accord est assez important pour nous parce que c'est la même structure à travers un certain nombre d'expériences qu'ils ont appliquées en Afrique comme au Rwanda, au Burundi actuellement, et ils ont un projet à l'heure actuelle sur les zones spéciales au Congo. Et nous pensons donc que ce partenariat peut être très bénéfique pour le Burkina. L'ambition des deux parties, c'est d'aller très vite. C'est pourquoi ils ont travaillé à parvenir à un accord en 48 heures. Ainsi, le ministère de l'Habitat bénéficiera d'un accompagnement dans la gestion, la planification et l'occupation rationnelle des sols. Vous savez que nos villes rencontrent beaucoup de difficultés au niveau de la mobilité, problème de déplacement dans les grandes villes. La définition, l'évolution future de Ouagadougou peut entraîner donc le développement d'un certain nombre de moyens de transport en commun qui peuvent, si vous prenez le cas de les études prospectives qui ont été faites pour certaines villes que nous avions vues, ils vont jusqu'à la définition, il faut rêver de tramway, même de métro, tout ce qui peut permettre de faciliter le transport. Au niveau de l'occupation des sols, ils ont une vision qui est assez pertinente, ainsi que la gestion d'un certain nombre d'équipements collectifs. Ce protocole comporte un autre volet non moins important, le transfert de compétences et l'accompagnement de l'État dans l'obtention de financements auprès de partenaires comme le PNUD, la Banque mondiale et l'ONU Habitat. Depuis 2009, à chaque 1er septembre, la psychose est ressentie par les Ouagalais à l'image de ce 1er septembre 2014 qui a connu une grande pluie dès les premières heures de la journée. 5 ans après les inondations de 2009, les habitants de la capitale burkinabé ont toujours en mémoire la catastrophe qui avait fait d'importants dégâts et des pertes en vies humaines. Reportage Ernest Kambiré. Quartier La Noaillerie sur l'As Ouagapo, 5 ans après les inondations du 1er septembre 2009. Nous sommes sur un des sites les plus touchés par la catastrophe en termes d'habitation détruite et de personnes déplacées ce jour-là. Alizeta Ouedraogo, une des victimes, s'en souvient comme si c'était hier. Le 1er septembre, il y a eu beaucoup de dégâts. Des maisons tombées, nos effets emportés par les eaux et nous avons été déplacés. Hier nuit, pendant qu'il pleuvait, à nouveau, le souvenir était présent. Pas de sommeil jusqu'au matin. Aujourd'hui, 1er septembre 2014, Souleymane Zoungranan, un des fils de cette famille, pourtant déplacé sur le site de Yagman, après les pluies diluviennes du 1er septembre 2009, est de retour à La Noaillerie auprès de sa mère et de ses deux épouses. Après les attributions, j'ai eu une parcelle. Mais à cause de mes mamans, je suis revenu pour rester avec elle. Pour les bornes, il nous est revenu que c'est pour nous interdire d'habiter encore ici.
Ici, à la Noaïri, la vie a repris de plus belle. Les habitations, commerces, boutiques et autres maquis poussent à souhait chaque jour que Dieu fait. En tout cas, je me souviens que vraiment le 1er septembre passé, on a eu beaucoup de dégâts ici. Les maisons sont tombées. Vraiment, on n'a pas eu la paix même pour dormir le jour. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont gâtées. Hier nuit, quand il avait commencé à pleuvoir, c'était tellement bizarre. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Avec tout ça, je suis sorti, c'est pour ça que j'étais revenu même pour voir ma localité, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va toujours? Un souvenir assez triste parce qu'il y a eu des pertes en vie humaine, puisqu'il y a de l'eau qui a eu à emporter certains patients. Puisque les corps ont été retrouvés quelques jours après au niveau de Bangarovego. Déclaré pourtant zone inondable au lendemain de la catastrophe du 1er septembre 2009, le quartier Lanoaïri a même subi le bruit des tracteurs, caterpillars et autres engins de terrassement pour réaffirmer la présence de l'État aux côtés de ces populations victimes. Toutefois, et 5 ans après, ces bâtisses ultramodernes au milieu de cette zone inondable ne laissent personne indifférent. Aujourd'hui, 1er septembre 2014, Lanoaïri est tout sauf un quartier ou une zone interdite d'habitation. Seul point positif de ce souvenir douloureux du 1er septembre 2009 à relever dans ce reportage, c'est le visage actuel de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, complètement sous les eaux ce jour-là. 5 ans après, notre hôpital de référence national respire peu à peu. Yalgado est aujourd'hui un vaste chantier avec des canaux d'évacuation des eaux de pluie en construction, battant en brèche le projet de délocalisation devenu aujourd'hui projet de décongestion qui va bientôt aboutir à la gestion par poule. Même si les travaux ne sont pas totalement finis, bon, nous ne sommes pas très inquiets aujourd'hui quand il pleut. Indépendamment des caniveaux, un ensemble d'améliorations a été porté sur l'ensemble des bâtiments au niveau de l'étanchéité, au niveau de l'amélioration du cadre de travail pour que justement on ne puisse plus connaître cette situation qui, comme je l'ai dit, a beaucoup marqué les esprits. En rappel, le mardi 1er septembre 2009, il est tombé en cette matinée, soit entre 3h du matin et 11h30, près de 263 mm d'eau de pluie sur Ouagaï et ses environs, plongeant la capitale burkinabé et le pays tout entier dans une de ces pires catastrophes de ces 50 dernières années. 5 ans après, les souvenirs sont toujours palpables, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et peu de décisions fermes prises au lendemain de la catastrophe ont été exécutées jusqu'au bout. Les inondations du 1er septembre 2009 ont fait plus de 150 000 sans-abri à Ouagadougou. Des plans d'assistance et de réinstallation des sinistrés ont été mis en place pour venir en aide aux personnes touchées par la catastrophe, notamment à Yagma. 5 ans après, les sinistrés, pour la plupart, ont été relogés. D'autres, par contre, sont toujours dans des zones inondables dans l'attente. Précision, Jacques Lamissa-Tarpaga. Jean Bambara est ancien combattant de l'armée française. Cela fait plusieurs dizaines d'années qu'il vit ici avec ses fils et petits-fils au quartier d'Apoya dans le centre de Ouagadougou. Le 1er septembre 2009, il se souvient encore lorsque les eaux inondaient sa concession. Et 5 ans après, lui et sa famille vivent toujours dans l'inquiétude. Depuis le 1er septembre, on vit dans l'inquiétude. Nous poussons rester ici parce qu'on nous a promis que nous ne bougeons pas d'ici, mais on est dans une zone inondable. Il y en a quand même un changement, parce que si c'est au niveau des eaux là, on n'a plus tellement de problèmes. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a eu à faire un peu le pont de Anayédé là. Ça fait que l'eau ne s'arrête plus. Sinon, cette année, il a bien plu là. Les constructions sont à proximité d'un bas-fond à quelques mètres du barrage de Tanguin. Cette partie du quartier est classée zone inondable délimitée par des bords. Les habitants devraient être relogés, mais ils sont encore sur place et demandent à être situés. Quand les gens du cadastre, quand ils sont venus pour faire le recensement, nous on a demandé où on doit partir. Ils disent non, que ça c'est le gouvernement qui va s'occuper de nous. Sinon de l'autre côté là, nos voisins de l'autre côté là, eux, ils ont eu Yagma. Mais nous, on n'a pas eu Yagma. On ne nous a rien dit. On ne sait pas. On doit construire, on ne doit pas construire, on ne sait. Donc on est dans l'inquiétude, quoi. Certains habitants du quartier ont tout de même été déplacés. Ils habitent désormais la trame d'accueil de Yagma. Ici, la vie s'est installée avec une bonne partie des 150 000 sinistrés.
Des activités, il y en a. L'agriculture, l'élevage et le commerce. Contents de l'effort fait pour leur trouver un toit, les habitants sont toujours dans l'attente d'autres infrastructures sociales. Il y a eu beaucoup de promesses. Parce qu'on nous a dit que bon, le quartier, bon, ça sera viabilisé. Bon, si on dit viabilisé, je ne comprends pas trop le français, mais maintenant, il y a le courant, l'électricité et l'eau. Et puis, il y aura des dispensaires. Voilà. Donc maintenant, jusqu'à présent, bon, apparemment, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Même les voies, on nous avait dit qu'on allait essayer de voir s'il pouvait quand même essayer des bonnes voies pour quand même relier en ville. Ou même, vous voyez que ici, avec la ville, il y a la distance. Voilà, donc apparemment, il n'y a rien. 5 ans après les inondations, il y a des souvenirs, mais les sinistrés d'alors ont presque tout oublié. Une nouvelle vie a commencé pour beaucoup. D'autres attendent que le gouvernement agisse encore pour réduire les risques d'une autre inondation et améliorer leurs conditions de vie. Dans un tout autre chapitre à présent, la campagne agricole atteint sa vitesse de croisière dans les différentes régions du Burkina où les producteurs œuvrent en faveur de la sécurité alimentaire. Dans la région de l'Est, la saison se déroule normalement en dépit d'un démarrage timide, comme ont pu le constater des responsables du ministère de l'Agriculture. Reportage Lambert Souma. La campagne agricole 2014-2015 dans la région de l'Est est marquée par une installation tardive consécutive à l'irrégularité et à l'insuffisance des pluies. En outre, des séquences sèches ont sévi par endroits dans l'ensemble des provinces, influençant négativement les opérations de labour et de semis. Mais certains exploitants agricoles comme Moïse Kéré de la Kompienga tirent leur épingle du jeu tant la physionomie de son exploitation est satisfaisante. À l'approche de la saison pluvieuse, il faut déjà verser la fumure organique dans les champs et à l'arrivée des premières pluies, on peut commencer les labours. Si vous ne débutez pas assez tôt vos travaux, si vous attendez les premières pluies, pour verser la fumure organique dans les champs, vous serez toujours en retard. Au stade actuel des choses, les hauteurs d'eau recueillies sont en majorité inférieures comparativement à celles de l'an passé à la même période. Toutefois, l'installation de la campagne est effective dans l'ensemble de la région en dépit de la mauvaise répartition spatio-temporelle de la pluviométrie. Et des leçons peuvent être déjà tirées. Dans la province de la Kompienga, on a un stade un peu plus avancé par rapport aux autres provinces. Et on a plus de 25% des cultures qui sont au stade épiaison-floraison, 50% qui sont au stade montaison et 25% au stade levée-feuille. Il s'agit essentiellement du mil, du maïs, du sorgho, du sésame, du niébé et quelques cultures d'Iran comme le coton. À la fin de la campagne, il est attendu des producteurs de l'Est 529 137 tonnes de céréales, 58 792 tonnes de cultures vivrières et 68 156 tonnes de cultures de rente. Qui parle de culture de rente parle notamment de coton. La campagne cotonnière se déroule selon les prévisions dans la zone de Houndé. Dans le Tuy, une visite de terrain d'une équipe de la Sofitex a permis de dresser le constat suivant. Si les pluies continuent de tomber jusqu'à mi-octobre, la zone devrait enregistrer des récoltes satisfaisantes. Sanoua Christine Koulibaly. Pour cette campagne cotonnière, la tendance est à la hausse en ce qui concerne les superficies emblavées dans la zone cotonnière de Houndé. Une hausse qui va de 5% pour la zone d'activité de Kéré à 8% pour Béréba. La campagne a bien démarré dans notre département. On a eu des bonnes pluviométries au cours de la première décade de juin. Ça a permis de faire des semis précoces et au finish, on a pu en tout cas emblaver 17 400 hectares. Cette pluviométrie précoce a permis aujourd'hui au plan d'être à 60% de floraison-capsulaison, un stade qui se justifie également par la grande technicité des producteurs de ce vieux foyer cotonnier du Burkina. Monsieur Bambio est l'un des doyens de la cotonculture dans la zone et exploite cette parcelle il y a plus de 50 ans.
Mais le temps ne semble pas impacter le rendement, mieux il y produit de la semence. Son secret, le voici, sa fosse fumière. J'utilise les tiges de mil, maïs, bref, tout ce qui est résidu de récolte pour faire la fumure. L'utilisation de la fumure pallie un peu à celle des engrais minéraux. Il y a un arrêt de pluie et un sol qui est traité, qui a bénéficié de la fumure organique, effectivement, ne prend pas le coup. Et même en cas aussi de fortes pluies, les cas d'inondation, les sols qui ont bénéficié de la fumure organique, effectivement, s'en sortent mieux. C'est le constat fait également ici sur les 95 hectares de bambou bihoun qui a opté pour le coton génétiquement modifié CGM, contrairement à certains producteurs qui préfèrent le coton conventionnel. On ne veut pas que tout le monde fasse le CGM parce que ça peut créer des problèmes de résistance après. Donc on demande à ce que certains produisent toujours la conventionnelle. Ces zones-là, on les appelle les zones refuges. C'est pour permettre aux ravageurs de gérer les ravageurs. À titre d'exemple, plus de 16 000 hectares sont emblavés en CGM contre environ 8 000 pour les zones d'activité de Kéré et de Béréba. Contribution des travailleurs du ministère de la Justice au reverdissement du Burkina a couvert au sud de Ouagadougou. 500 plants de diverses espèces ont été mis en terre pour freiner l'avancée du désert. Estelle Judith Assorba. Les magistrats se mobilisent pour barrer la voie à la désertification. Ils ont déposé leur toge juste le temps de reverdir davantage la pépinière de la région du centre, située dans la commune rurale de Koubri. Ce sont au total 500 plants de 8 espèces qui seront mis en terre. Avant de passer à l'acte, ils suivent attentivement quelques consignes données par un spécialiste du domaine. Et c'est parti pour l'opération. Responsables et agents munis de quelques outils procèdent à la mise en terre des plants. C'est une pépinière qui n'est pas connue. Cela fait déjà une découverte de cette pépinière-là. Ce que les gens ne savent pas aussi, il faut dire que c'était une pépinière qui avait une vocation sur-régionale. La deuxième raison est qu'il faut dire que le ministère de la Justice est en train d'acquérir un terrain au niveau de Koubri pour installer l'école nationale de la garde de sécurité pénitentiaire ou l'école des professions judiciaires. Certains anciens du corps, malgré le poids de l'âge, ont effectué le déplacement pour venir soutenir leurs jeunes frères dans cette action. Au cours de ma carrière, j'ai servi à Dori comme juge. Je connais le Sahel, je connais les méfaits de la désertification. Et planter les arbres, c'est une opération, c'est un devoir à tous les Burkinabés. La survie des plants incombe à tous, dira le secrétaire général du ministère de la Justice et Garde des Sceaux. C'est pourquoi il sollicite le concours des autorités communales pour que ces jeunes plants bénéficient d'une bonne protection. Venons-en maintenant à la politique. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP a tenu aujourd'hui une conférence de presse pour faire le bilan des activités menées depuis le premier congrès du parti. En premier lieu, il a été question de la mise en place des structures du MPP. Ses responsables ont aussi évoqué les démissions enregistrées au sein du MPP. Bouma Ernest Nebier. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP face à la presse. Aux hommes de médias, il a été essentiellement question de faire le point de l'exécution du programme de mise en place des structures du parti à travers le Burkina et à l'étranger. Sur les 13 fédérations que nous avons projeté d'installer, nous avons installé 13 fédérations sur 13 sur l'ensemble du territoire national. Au niveau des sections provinciales, nous avons installé 44 sections sur 45. Et au niveau des arrondissements, des sous-sections, sur 370 sous-sections, nous sommes à ce jour à 362 sous-sections. Et sur les 8000 villages que compte le Burkina Faso, nous sommes à plus de 4662 villages où nos comités de village sont installés. Aujourd'hui, dans les grandes capitales de l'Europe, nos sections sont en place. Au cours de la conférence de presse, une réponse a été également donnée à la question des démissions au sein du parti. Des démissions parues dans la presse la semaine dernière. Ces fameuses démissions orchestrées ne préoccupent pas le MPP parce que chaque jour que Dieu fait,
les MPP enregistrent des adhésions solides, massives et de qualité pour des hommes et des femmes qui veulent le changement dans le Burkina Faso. Et le premier vice-président du MPP, Salif Diallo, de réaffirmer l'opposition du parti à l'organisation du référendum, un référendum qu'il juge inopportun. Actualité oblige, il a déploré la présence de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la sous-région. Au Burkinabé, il a recommandé la prudence et la vigilance pour barrer la route à cette maladie. Dans le cadre du 3e forum du Conseil régional de la jeunesse de l'Est, un dîner gala a été organisé pour une collecte de fonds. La construction du siège du Conseil régional de la jeunesse à Fada est une préoccupation pour les jeunes qui ont réussi à mobiliser plus de 10 millions de francs. Reportage Joël Tendambiga. Ce dîner gala de collecte de fonds a mobilisé plus de 10 millions de francs sous forme de souscription et 385 000 francs en espèces. Ce don de fils et filles de la région à la jeunesse de l'Est servira pour la construction du siège du Conseil régional de la jeunesse. Le top de départ pour les souscriptions a été donné par Songalo Apollinaire Ouattara, président de l'Assemblée nationale, patron de la cérémonie. Afin de réaliser ce projet, le président du Conseil régional de la jeunesse a appelé les jeunes à travailler en collaboration et cultiver l'esprit de paix. J'invite également l'ensemble des jeunes de la région de l'Est à être disponibles et à toujours accompagner le développement au niveau local et partant de là le développement du Burkina Faso tout entier. Ce gala de collecte de fonds s'inscrit dans le cadre de la 3e édition du Forum régional des jeunes de l'Est. Une édition qui a connu la participation des jeunes d'autres régions et de pays voisins. Notre objectif d'abord, on peut nuancer ça sous 2 aspects. D'abord, dans un premier temps, venez partager avec la jeunesse du Burkina Faso et les expériences béninoises en termes de jeunesse. L'autre, c'est de voir comment est-ce que les questions de jeunes sont traitées au niveau de ce pays. Les natifs de la région étaient aux côtés des jeunes pour les encourager à aller de l'avant dans la construction de leur siège qui coûtera 95 millions pour la première phase. Je voudrais apprécier positivement leur ambition affichée de pouvoir changer les choses. Changer les choses en ayant des programmes de travail, en ayant des budgets pour pouvoir faire face à ces programmes de travail, notamment la construction de leur siège. Les services et structures déconcentrées qui ont facilité ou aidé le Conseil régional de la jeunesse à avoir un terrain pour son siège ont reçu des certificats de reconnaissance à l'issue du dîner gala. La prévention du cancer du col de l'utérus au centre d'un atelier initié par une ONG américaine. Les participants qui viennent des CHR, des CHU de Ouagaï-Bobo et du SEMA du secteur 30 de Ouagadougou se sont imprégnés des résultats et des expériences d'un programme de prévention du cancer du col de l'utérus chez les femmes. Reportage Nathalie Savadogo. Selon l'ONG Djipaigo, chaque année au Burkina Faso, 1,230 femmes sont diagnostiquées avec un cancer du col de l'utérus, dont 838 en meurent. Pour venir à bout de ce fléau, elle décide de partager ses expériences sur la prévention du cancer du col de l'utérus avec les acteurs de la santé. L'expérience ici consiste à dépister précocement les lésions qui ne sont pas encore cancéreuses et à faire la cryothérapie, c'est-à-dire une prise en charge par le froid qui réduit l'évolution vers un cancer de ces lésions-là. Donc, de ce fait, la femme ne développe plus de cancer si elle a été vue précocement et traitée à la cryothérapie. Donc, cette expérience a duré depuis 2010 et Djipaigo fait aujourd'hui un partage de ses expériences, de ses résultats. L'ONG Djipaigo œuvre dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Elle soutient le ministère de la Santé depuis 2010 dans la recherche de solutions idoines pour réduire la morbidité et la mortalité liées au cancer du col de l'utérus, mais elle est souvent confrontée à des difficultés. Il y a un problème de disponibilité de matériel, de disponibilité du personnel formé et de disponibilité même que les femmes comprennent la problématique, parce que pour expliquer à une femme ce que c'est qu'un cancer en langue nationale qui n'est pas française, ce n'est pas du tout aisé. Qu'à cela ne tienne, Djipaigo n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle envisage étendre son action au niveau des districts sanitaires, notamment dans les SEMA, afin que les mesures soient accessibles par tous.
Jeunesse évangélique et planification familiale, thème d'une rencontre qui s'est tenue à Lumbila. La communication animée par le docteur David Lompo a mis l'accent sur les stratégies de maîtrise de la fécondité pour un développement harmonieux des pays de la CEDEAO. Reportage Moussaki. Des jeunes leaders de l'Afrique de l'Ouest réunis à Lumbila. C'est la 12e conférence des missionnaires évangéliques. Ils ont choisi d'échanger autour du thème jeunesse évangélique et planification familiale pour faire des propositions de stratégies pour la promotion de l'espacement des naissances. La rencontre de Lumbila recommande l'éducation morale et religieuse pour une maîtrise du taux de naissance toujours élevé dans l'espace CEDEAO. Mettre au monde un enfant implique un ensemble d'actions pour amener et un ensemble de ressources à mettre à la disposition de l'enfant. Et souvent, c'est ce que les gens n'ont pas. Et lorsqu'ils font la relation entre les ressources disponibles et le nombre d'enfants qu'il faut avoir et pouvoir les entretenir convenablement, c'est clair que l'ensemble de la population qui a bien saisi le message accepte aujourd'hui la planification. La planification familiale est une nécessité. Parce que la non-maîtrise de la démographie pose de sérieux problèmes. Bien sûr, nous croyons en Dieu et Dieu nous donne des ressources et nous devons les gérer intelligemment. 17% et 16,2% sont les taux d'utilisation des contraceptifs enregistrés respectivement au Bénin et au Burkina. Ce sont des données en dessous des attentes. Et ces leaders sont désormais les messagers du groupe biblique universitaire de l'Afrique de l'Ouest qui prône l'espacement des naissances. Cette conférence était utile pour encore éclairer les lanternes dans le sens de pouvoir mener un bon choix dans la vie. Cette communication organisée par le groupe biblique universitaire de l'Afrique de l'Ouest a été une occasion pour interpeller les gouvernements de l'espace CEDEAO à s'investir davantage dans la promotion de la planification familiale. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTV.